cœur de l'année 2021, en pleine pandémie, une question éthique particulièrement complexe s'est posée en France. Est-ce qu'on doit vacciner les enfants et les adolescents, non pas forcément pour eux, mais pour protéger les adultes et atteindre l'immunité collective? On va décortiquer ensemble, point par point, l'avis rendu par le Comité consultatif national d'éthique pour vraiment comprendre la démarche des scientifiques, des médecins et des philosophes qui ont dû peser chaque argument dans cette décision absolument cruciale. Alors, pour bien cadrer notre discussion, il faut préciser que toute notre analyse repose sur ce document, l'avis rendu par le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, le 9 juin 2021. C'est important de le souligner parce que le CCNE n'est pas une instance politique, c'est une autorité indépendante composée d'experts qui viennent de tous les horizons, des scientifiques, des médecins, mais aussi des juristes, des philosophes, des sociologues. Leur rôle n'est pas de décider, mais bien d'éclairer la décision publique sur les enjeux moraux que posent la science et la médecine. Cet avis, c'est donc le fruit d'une réflexion collective et multidisciplinaire vraiment approfondie. Voilà la question qui a tout déclenché. Il faut se remettre dans le contexte du printemps 2021. La campagne de vaccination des adultes tourne à plein régime. Mais, en faisant les calculs, les modélisateurs se rendent compte d'un problème. Entre les enfants et les ados qui ne sont pas éligibles et une part non négligeable d'adultes qui ne souhaitent pas se faire vacciner, atteindre le fameux seuil d'immunité collective devient mathématiquement quasi impossible. La vaccination des mineurs n'était donc pas l'idée de départ. Elle est apparue comme une solution possible pour dépasser ce qu'on a appelé un plafond démographique et espérer un retour à la vie normale. Pour analyser cet avis très dense de la manière la plus claire possible, on va suivre le cheminement logique du comité lui-même. D'abord, on va poser précisément le contexte de la saisine. Ensuite, on va se pencher sur l'argument du bénéfice collectif, c'est-à-dire l'intérêt pour toute la société. Puis, on mettra ça en balance avec le bénéfice individuel, le rapport risque-bénéfice pour l'enfant lui-même. Dans un quatrième temps, on abordera les grands principes éthiques, comme le consentement. Et enfin, on détaillera les conclusions et les recommandations finales du comité. Première partie donc, la question posée au CCNE. Remettons-nous dans l'ambiance du printemps 2021. La France sort de son 3e confinement. La campagne de vaccination des adultes accélère, l'espoir est là. Mais les autorités sanitaires font face à un mur mathématique. L'objectif d'immunité collective qui permettrait de relâcher les contraintes semble hors de portée si on se contente des adultes volontaires. C'est vraiment dans ce contexte, cette espèce de course contre la montre face à l'arrivée de nouveaux variants, que le ministre de la Santé de l'époque saisit officiellement le CCNE. Cette chronologie est vraiment éclairante. Elle montre que la question des mineurs s'inscrit dans une réflexion qui a déjà commencé depuis plusieurs mois. Dès décembre 2020, le CCNE avait posé un principe fort. Pas d'obligation vaccinale pour la population générale, au nom du respect des libertés individuelles. Puis en mars 2021, il a nuancé cette position pour les soignants en parlant d'un devoir éthique et d'une responsabilité professionnelle. La saisine d'avril sur les mineurs arrive donc dans ce cadre déjà bien défini, à un moment charnière où la vaccination des adultes est bien avancée et où se pose la question de l'étape suivante. Deuxième partie, l'équation du bénéfice collectif. Le premier grand argument qu'il faut examiner, c'est l'argument de santé publique, l'argument utilitariste. Pour l'instant, on ne parle pas de l'intérêt de l'enfant, mais bien de l'intérêt du groupe, de la collectivité. Analysons ensemble la logique mathématique qui a conduit à envisager la vaccination des jeunes comme un outil pour atteindre l'immunité collective. La pierre angulaire de toute cette stratégie, c'est ce fameux concept d'immunité collective, qu'on appelle aussi immunité de groupe ou grégaire. Le principe est simple, si un nombre suffisant de personnes est immunisé, que ce soit par le vaccin ou après une infection, le virus ne trouve plus assez d'hôtes pour se propager. La chaîne de transmission est cassée. Une personne infectée contamine alors en moyenne moins d'une autre personne et l'épidémie finit par s'éteindre d'elle-même. Ce seuil critique dépend directement d'une chose, la contagiosité du virus. Et le problème en 2021, c'est que le virus avait changé. Le variant alpha, qu'on appelait le variant britannique, était bien plus contagieux que la souche d'origine. Son taux de reproduction, le R0, était passé de 2,5-3 à environ 4. Ça veut dire qu'une personne infectée contaminait en moyenne 4 autres personnes. Le calcul du seuil d'immunité collective est directement lié à ce R0. La formule est 1 moins 1 sur R0. Avec un R0 à 4, ça donne 75%. En ajoutant une marge de sécurité et en tenant compte du fait que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%, les scientifiques ont estimé qu'il fallait atteindre 80 à 85% de la population totale immunisée. Et c'est là qu'on se heurte à ce fameux plafond démographique. Ce tableau est très clair. Les adultes de plus de 18 ans représentent un peu moins de 80% de la population totale. Même si 100% des adultes acceptaient le vaccin, on n'atteindrait pas le seuil requis. Mais en plus, les sondages de l'époque montraient qu'environ 20% des adultes étaient réticents ou opposés.
Si on fait le calcul, la couverture maximale qu'on pouvait espérer en ne vaccinant que les adultes volontaires tournait autour de 63% de la population totale. On était donc très loin des 80-85% nécessaires. C'est cette impasse mathématique qui a mis la vaccination des 12-18 ans au centre du débat. Troisième partie. Après avoir regardé l'intérêt pour la collectivité, le CCNE a dû opérer un changement d'échelle radical. On passe de la vision macroscopique à la vision microscopique. La question n'est plus est-ce que c'est bon pour le pays, mais est-ce que c'est bon pour cet enfant, cet adolescent? C'est le cœur de l'éthique médicale. On ne peut pas faire courir un risque à un individu, même un risque minime, s'il n'y a pas un bénéfice personnel à en attendre. C'est toute la complexité de la balance bénéfice-risque individuel. Le comité a tout de suite mis le doigt sur une situation complètement paradoxale pour la jeunesse. D'un côté, le risque direct lié à la maladie, au virus lui-même, était objectivement très faible. On va le voir. Mais de l'autre côté, le risque lié aux mesures de contrôle de l'épidémie, les confinements, la fermeture des écoles, l'isolement social, ce risque-là, lui, était majeur et direct. Les jeunes se retrouvaient donc pris en étau, très peu menacés par le virus, mais très lourdement impactés par les stratégies mises en place pour le combattre. Les données cliniques de l'époque étaient sans appel. Les formes graves de Covid-19 chez les moins de 18 ans étaient rarissimes. Moins de 2% des hospitalisations, moins de 1,5% des admissions en réanimation. Quant aux décès, ils étaient absolument exceptionnels. Le principal risque identifié était le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, le PIMS, une complication post-infectieuse rare mais grave. Le comité a bien noté ce risque, mais il restait très faible. En résumé, le bénéfice médical direct de la vaccination pour un enfant en bonne santé, c'est-à-dire le fait d'éviter une forme grave, était statistiquement très minime. Mais face à ce très faible risque viral, le comité a mis dans l'autre plateau de la balance le tribut psychologique et social absolument colossal payé par les jeunes. La liste fait froid dans le dos. Une explosion des troubles anxieux et dépressifs, une augmentation des gestes et des pensées suicidaires, le décrochage scolaire, l'isolement et même une hausse des violences au sein des familles. Et c'est là que la notion de bénéfice de la vaccination se déplace. Il ne s'agit plus seulement d'un bénéfice médical, mais d'un bénéfice social et psychologique. Celui de pouvoir enfin retrouver une vie normale, une scolarité normale, des interactions normales. En somme, retrouver les conditions essentielles à leur bon développement. L'autre aspect de la balance, c'est bien sûr la sécurité du vaccin lui-même. Pour les moins de 12 ans, la situation était simple. Il n'y avait aucune donnée, donc la question ne se posait même pas. Pour les 12-16 ans, on avait les données de l'étude de Pfizer sur un peu plus de 2000 adolescents qui montraient une excellente efficacité. Le souci, c'est qu'une étude de cette taille ne permet absolument pas de détecter des effets secondaires rares. Et justement, à ce moment-là, un signal commençait à émerger dans le monde, des cas de myocardite, des inflammations du cœur, surtout chez les garçons après la deuxième dose. Même si ces cas semblaient majoritairement bénins, la question était posée, ce risque même rare, est-il acceptable pour une population qui ne risque presque rien de la maladie? Quatrième partie, éthique, transmission et consentement. Maintenant qu'on a posé les données scientifiques et médicales, il faut passer au niveau supérieur, celui des principes. Le CCNE a dû encadrer toute sa réflexion dans des principes éthiques et juridiques fondamentaux. On sort de la science pure pour entrer dans le champ des valeurs de notre société. Cette phrase, extraite de l'avis du CCNE, est sans doute la plus forte de tout le document. Elle résume à elle seule le cœur du dilemme éthique. Le comité parle d'une anomalie morale. En gros, on envisageait de vacciner les mineurs, non pas d'abord pour eux, mais pour compenser le fait qu'une partie des adultes ne voulait pas le faire. Ça revenait à demander aux plus jeunes de prendre un risque pour protéger leurs aînés. C'est une inversion totale du principe de protection habituel, qui veut que les plus forts, les adultes, protègent les plus vulnérables, les enfants. Un autre point scientifique était crucial, le rôle des enfants dans la transmission. Toutes les données convergeaient. Les enfants de moins de 10 ans, même s'ils pouvaient être infectés, transmettaient très peu le virus. En revanche, à partir de la puberté, les adolescents se mettaient à contaminer leur entourage de manière assez similaire aux adultes. Cette distinction scientifique est fondamentale parce qu'elle a permis de justifier une approche radicalement différente entre les plus jeunes enfants et les adolescents. Et puis, il y a le point juridique et éthique absolument non négociable du consentement. En France, la loi est très claire. Pour un acte médical sur un mineur, il faut le consentement des parents, bien sûr, mais les parents ont aussi l'obligation légale d'associer leur enfant à la décision, en fonction de son âge et de sa maturité. Et surtout, la loi dit que le consentement du mineur lui-même doit être recherché. Ça impose une énorme responsabilité au corps médical, celle de fournir une information complète, honnête sur les incertitudes, mais aussi adaptée, c'est-à-dire compréhensible pour un adolescent. Dernière partie, les conclusions.
Alors, après avoir mis tous ces éléments dans la balance, le bénéfice collectif, le risque individuel, la sécurité des vaccins, les principes éthiques, où est-ce que le curseur du CCNE s'est finalement arrêté? Le comité a formulé des recommandations qui sont un vrai modèle de prudence et de nuance. Voici la synthèse des recommandations, qui est en fait une réponse en 3 temps. D'abord, pour les adultes, la priorité absolue est maintenue. Ce sont eux qui subissent le poids de la maladie, c'est donc à eux que revient la responsabilité première de se protéger et de protéger les autres. Ensuite, pour les enfants de moins de 12 ans, c'est un refus net, un refus à la fois scientifique, car on n'a aucune donnée, et éthique, car le rapport bénéfice-risque est jugé clairement défavorable. Et enfin, pour les adolescents de 12 à 18 ans, le comité ouvre la porte, mais seulement à une vaccination sur une base strictement volontaire. Attention, et c'est un point absolument crucial. Cette ouverture pour les adolescents n'était pas du tout un chèque en blanc. Elle était conditionnée à toute une série de garde-fous éthiques. Premièrement, la démarche doit être volontaire, idéalement initiée par l'adolescent lui-même. Deuxièmement, l'information doit être transparente sur les risques, mais aussi sur les incertitudes qui existaient encore. Troisièmement, il fallait mettre en place une surveillance renforcée des effets secondaires pour cette classe d'âge. Et enfin, le comité a martelé la nécessité de tout faire pour qu'aucun jeune ne soit stigmatisé ou discriminé parce qu'il n'est pas vacciné. Finalement, cet avis du CCNE est une illustration parfaite du dilemme permanent de la santé publique. Comment arbitrer entre la protection du collectif et le respect de l'individu, entre la solidarité et la liberté? Et comment faire quand cet arbitrage concerne les plus jeunes, ceux qui ont le moins à craindre de la maladie, mais qui ont le plus d'années à vivre avec les conséquences de nos décisions? C'est cette balance extrêmement délicate, toujours en mouvement, que l'éthique ne prétend pas résoudre, mais qu'elle s'efforce au moins d'éclairer.